Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. À l'occasion du lancement de la nouvelle campagne de recensement de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE a présenté mardi 17 janvier son bilan démographique de l'année 2022 et on y découvre, pas très étonné non plus, que le nombre de naissances a baissé, sauf qu'il a atteint en 2022 un niveau historiquement bas, puisque depuis 1946 et la création de l'INSEE, jamais les Français n'avaient si peu procréé. Seulement 723 000 bébés sont nés en France selon les dernières estimations qui ont été réalisées par l'Institut, soit quand même 19 000 bébés de moins que l'année précédente. On a une baisse de moins 2,6%. Alors, je le répète, ces chiffres s'inscrivent dans une tendance générale. En 2020, on avait connu un léger regain d'activité dans les maternités, attribué d'ailleurs au premier confinement. Cette évolution s'inscrit dans une courbe en général plus large de la décennie qui est passée avec une baisse constante des naissances depuis 2010. Ainsi, ce qu'on appelait encore, il y a peu de temps, finalement, la singularité française en Europe, c'est-à-dire un taux de fécondité qui se maintenait proche de 2 enfants par femme. Je crois qu'on était à 1, je sais plus exactement. En tout cas, on était un petit peu en dessous de 2 enfants par femme et là, on continue de baisser et on est arrivé en dessous des 1,8 pour 2022. Alors, au-delà de l'analyse des courbes qui nous intéressent pas franchement, on voudrait surtout essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Quelles politiques familiales ont été mises en place ces 30 dernières années? Pourquoi? Ou a-t-on minimisé finalement l'importance d'une politique nataliste? Et si oui, pourquoi? Et finalement, pour reprendre le titre du livre de l'un de nos invités, Raymond Debord, pour nos politiques, fallait-il en finir avec la famille? Eh bien, c'est la question qui se pose aujourd'hui et que nous posons à nos deux invités, Raymond Debord et Stéphane Buffetot. Bonjour Raymond Debord. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en sciences humaines et humanités. Vous avez donc publié ce livre récemment, Faut-il en finir avec la famille, aux éditions Critiques. On vous réinvitera d'ailleurs, si vous le voulez bien, pour présenter votre livre dans le fond. Et puis vous avez notamment répondu à une interview dans le Figaro sur cette baisse historique de la démographie et expliqué comment en son temps le général de Gaulle avait relancé la natalité. Évidemment, on va parler de ce sujet ensemble. Et puis Stéphane Buffetot qui ne va pas tarder à arriver avec nous en studio, qui est chroniqueur à Boulevard Voltaire, ancien député européen et notamment membre du Comité économique et social européen depuis 2022 et auteur de cette tribune, La chute de la démographie annonce la fin d'une civilisation. On en parlera avec lui tout à l'heure. Mais on va commencer avec vous, Raymond Debord, puisque vous êtes intéressé tout particulièrement, notamment dans votre livre, et puis c'est votre spécialité, à ces politiques natalistes. Alors, que se passe-t-il en France, finalement? Nous qui avions encore une forme de singularité, comment aujourd'hui sommes-nous arrivés à rejoindre une tendance plus générale de baisse de la natalité? Alors, ce qu'il faut, les raisons sont multiples. De toute façon, c'est difficile de donner des explications monocausales. Bien sûr. On va dire que le climat général est quand même, j'imagine, relativement anxiogène pour les familles. Il est anxiogène sur le plan économique. Inutile de faire un dessin à vos auditeurs. Il y a des tensions internationales qui sont extrêmement fortes. Et puis, il y a cette espèce de grande peur par rapport à l'avenir de la planète qui amène une série de gens à se demander dans quelles conditions leurs enfants pourraient grandir, etc., etc. Donc tout ça fait système. Et évidemment, à ça s'ajoute le fait que les pouvoirs publics depuis 2014, mais où là il y a eu une forme de rupture, mais enfin en réalité depuis fort longtemps avant, diminue progressivement le montant des politiques familiales. Et donc évidemment l'aspect incitatif est de moins en moins là. À titre d'exemple,
pour donner un chiffre un peu parlant, quand vous parliez du général de Gaulle tout à l'heure, quand le gouvernement provisoire de la République française a instauré la sécurité sociale, en 1946, les dépenses de la branche famille, c'était, alors qu'on n'appelait pas à l'époque branche famille, mais peu importe, les dépenses familiales, c'était 40% du budget de la sécurité sociale. Ah oui. Oui, ce serait dans l'ordre de l'assurance maladie ou de l'assurance vieillesse aujourd'hui, et on est descendu progressivement. Je pense un peu plus de entre 7 et 8% aujourd'hui. Donc ça donne une idée de la trajectoire. Voilà. Et puis avec des dispositions aussi qui, à l'intérieur même des aides aux familles, tendent à pénaliser les familles nombreuses d'ailleurs, qui en fait profitent moins des aides que les autres proportionnellement. Ah oui, alors ça, vous pouvez nous expliquer peut-être ? C'est un peu technique, donc je suis pas sûr de pouvoir vous l'argumenter comme ça. Mais en gros, il y a des effets de ciblage. C'est-à-dire que bon, vous savez comme moi que à partir de 3 enfants, on rentre dans la famille nombreuse. Voilà, et l'universalité a été abandonnée, et il y a des effets de ciblage qui fait qu'on va cibler davantage les familles économiquement en difficulté et les familles monoparentales. Et en réalité, celles qui vont le moins profiter, qui auront on va dire le niveau de vie le plus bas, ce seront les familles nombreuses, parce que ce sont elles qui bénéficieront le moins d'aide. Voilà. Alors après, je pose ça, mais évidemment, il s'agit d'un phénomène mondial. Donc, c'est vrai que la France s'en sortait moins mal que les autres, ce qui est toujours un petit peu le cas, hein, parce que on parlait effectivement d'1,8 de taux de fécondité. L'Union européenne, dans son ensemble, c'est 1,5. L'Allemagne, c'est 1,5. L'Italie, c'est 1,2. Hein, donc, voilà. Après, c'est vrai que la pente qui est prise n'est pas bonne. On a des pays, je crois que c'est la Hongrie notamment, qui a vraiment réussi à redresser la barre de ce côté-là. Alors, elle est partie de très loin, mais qui réussit à renverser la tendance, en tout cas. Donc, comme quoi, évidemment, vous le rappelez, vous avez bien raison de préciser, il faut savoir rentrer dans la nuance, que tout est une question multifactorielle, qu'il y a énormément de considérations à prendre, économiques, écologiques, enfin, une forme de pression écologique, l'attention internationale également. Donc, dans quel monde laisserons-nous vivre nos enfants ? Tout ça sont des questions très importantes aujourd'hui. Mais malgré tout, ces politiques familiales sont importantes, et on voit les effets dans d'autres pays positifs comme les effets négatifs en fonction des pays. On voit bien qu'on peut redresser la barre, en tout cas, des naissances, si on le veut. Pour la France, alors, je pense qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter très sérieusement au niveau de la population mondiale, hein, puisque les projections annoncent une diminution de la population mondiale à l'horizon 2040, hein, c'est-à-dire demain. Des chiffres sont sortis hier dans la presse sur l'état de la Chine, qui a perdu 850 000 habitants l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le négatif. Bon, alors, après, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on puisse faire quelque chose. Tout n'est pas encore perdu, d'autant que quand on parle de natalité, et je vous dis ça, je suis pas du tout un spécialiste de la démographie, mais il y a des éléments conjoncturels. Quand on va vous donner, par exemple, l'indice conjoncturel de fécondité, on va vous dire pour l'année 2021, c'était tant. Donc là, on a dit 1,8 à peu près. Et puis, il y a ce qu'on appelle la descendance finale, le nombre d'enfants que les femmes mettront réellement au monde. Bon. Et en 2019, on était encore à 2. C'est-à-dire, alors, en sachant que il faut 2,07 pour avoir le renouvellement des générations. Donc, je dis ça non pas pour faire de l'optimisme béat, hein, mais pour dire qu'il est encore possible de mettre en place des politiques incitatives dont il est peu probable qu'elles ramèneront le taux de natalité français à 3 dans une planète où il s'effondre, mais qui permettrait d'assurer le renouvellement des générations et puis les aspirations familiales, puisque quand on interroge les Français sur le nombre d'enfants qu'ils souhaiteraient, on tombe sur un chiffre qui doit être un peu en dessous de 2,5, vous voyez, donc il n'est pas de 1,8. Voilà. Il y a des marges de manœuvre. Oui, tout à fait. Alors, la première question, c'est pourquoi ces dépenses... Alors, vous avez parlé de la baisse des dépenses familiales. Alors, pourquoi une telle baisse des dépenses familiales, et pourquoi, on peut le dire plus largement, si ce n'est un abandon, pourquoi un oubli des politiques familiales en France ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Dans un premier temps, il y a eu des processus qui étaient principalement budgétaires. Oui. Il y a quelque chose dont je parle dans mon livre qui n'est pas complètement contraire au fait de développer des politiques familiales, mais en tout cas qui a paramétré les choses de manière très différente. C'est la volonté de faire entrer les femmes massivement sur le marché du travail, alors qu'avant, il y avait un dispositif qui s'appelait l'allocation de salaire unique et qui, de fait, voilà, permettait aux femmes qui élevaient des enfants en bas âge de pouvoir rester à s'occuper d'eux pendant un certain temps. Voilà, donc il y a des aspects budgétaires, et puis il y a un décrochage quelque part dans les années 80-90 où la question de la population de la France n'était plus un centre d'intérêt pour les pouvoirs publics. Voilà, on avait cette idée avant qu'il fallait avoir une France nombreuse sur le plan démographique pour avoir une politique de puissance. À partir d'un moment, on s'est désintéressé de ce sujet-là. Donc là, les raisons sont multiples, hein, mais vous voyez, on a abandonné la conscription, par exemple. Je pense que ça a à voir avec ça, hein. En gros, il faut avoir une petite armée professionnelle qu'on va projeter sur des terrains extérieurs, mais il faut pas avoir des millions de citoyens pour porter les armes pour défendre la patrie. Enfin, vous voyez, il y a des changements de doctrine. Et puis, la volonté aussi d'être moderne, ouvert aux nouvelles formes familiales, etc. à partir des années 2000, a fait que la thématique familiale a été un peu ringardisée dans le discours politique, dans le discours public, et donc évidemment ça ne pousse pas à mettre en place des politiques ambitieuses. Donc voilà, il y a un peu ces deux éléments-là. Mais le fait est qu'il y a un désintérêt pour la question de la population, et c'est le fait de vouloir mener une politique de population, évidemment, ça génère assez rapidement le fait de vouloir le mettre en pratique à travers des politiques familiales. Oui, alors très intéressant. Évidemment, quand vous avez parlé de nouveaux modèles familiaux, on pense au mariage pour tous, à la PMA. Bon, on n'est pas encore arrivé à la GPA, mais on sait que c'est en discussion. Enfin, ce sont des choses qui se discutent. Donc, en effet, on a un changement du modèle familial, en tout cas ces 10 dernières années. Vous avez parlé également, c'est très intéressant, la comparaison avec la petite armée professionnelle et la fin de la conscription. En fait, on se dit que on arrive dans un système plus d'optimisation, de rationalisation, et peut-être a-t-on voulu également rationaliser cette pensée nataliste, on va dire, en se disant si on a besoin de nouvelles forces vives, par exemple, on pourra aussi la trouver par l'immigration et gérer les flux, par exemple. Enfin, je ne sais pas, c'est une question qui se pose. Bon, il est 8h, je vous pose la question, je laisse la question ouverte, il est 8h sur ligne droite, c'est l'heure des informations et ensuite je vous redonne la parole. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Et nous sommes toujours avec Raymond Debord pour parler de natalité, et Stéphane Buffetot nous rejoint. Raymond Debord, docteur en sciences humaines et humanités, auteur de ce tout récent livre « Faut-il en finir avec la famille » aux éditions Critiques. Et puis nous sommes donc avec Stéphane Buffetot, notamment chroniqueur à Boulevard Voltaire, ancien député européen et membre du Comité économique et social européen. Et puis je précise, Stéphane Buffetot a publié, donc a sorti une tribune, La chute de la démographie, annonce la fin d'une civilisation. Alors, je vais reprendre seulement la question que je lançais à Raymond Debord avant de donner la parole à Stéphane Buffetot. Concernant, en fait, comment dire, cette espèce de pensée rationnelle, peut-être, dites-moi si je me trompe, finalement, à un moment donné, on s'est dit, autant pour l'armée que pour les forces vives, et notamment aujourd'hui, on parle des retraites, sans jamais évoquer cette question de natalité. Enfin, nous, on en avait parlé un petit peu avec un syndicaliste, mais c'est vrai que ces questions sont peu abordées par les politiques aujourd'hui. Finalement, on s'est dit peut-être les forces vives, on peut les trouver ailleurs que dans la question natale, aussi par l'immigration. Et vous parliez tout à l'heure également de faire entrer la femme sur les marchés du travail. On voit que tout ça, c'est une nouvelle forme de pensée peut-être plus libérale qu'une forme de pensée politique au long terme. Je ne sais pas si vous me comprenez, Raymond Debord. Oui, bah c'est une des thèses que je développe. Là, pour parler un peu crûment,
la bourgeoisie française traditionnellement était conservatrice sur les mœurs et libérale sur l'économie. Et ce à quoi on assiste, et là c'est un phénomène récent, c'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme et une fraction significative devient libérale sur l'ensemble, puisque alors après c'est corrélé à d'autres phénomènes. Donc je pense en particulier au recul de l'influence de la religion catholique, évidemment en général, qui date on va dire du milieu des années 60, et qui depuis ne s'est pas démenti. Donc tout ça joue, et donc il y a un nouveau paradigme qui se met en place et dans lequel ces questions effectivement ne sont pas présentes dans les préoccupations. Ce qui fait que vous avez sur le plan politique un espèce d'arc de cercle en réalité qui va de la gauche aux trois quarts des macronistes et qui est à peu près d'accord sur les questions sociétales, même si après chacun essaye de se distinguer en général en faisant de la surenchère, mais ça c'est le jeu politique, mais est à peu près d'accord là-dessus, et en tout cas est dans un désintérêt affiché de la question de la population, ce qui bien sûr n'était pas le cas de la gauche historique. Je pense au Parti communiste, mais pas que, les radicaux aussi étaient à l'origine des premières organisations de défense de la natalité. Et des politiques familiales. Alors, Stéphane Buffetot, vous avez entendu Raymond Debord. Vous aussi, vous inquiétez de cette chute de natalité dont on a parlé. Et vous considérez que pour vous, c'est l'alerte de la fin d'une civilisation. La fin d'une civilisation, ma question est la suivante, finalement, qui a été voulue, à votre avis, volontaire ou par oubli, par dépit, par déconcentration vers vers de nouveaux paradigmes, comme on a commencé à l'évoquer avec ces questions notamment libérales, de rationalisation, etc. Alors, la question est difficile de savoir si c'est voulu ou pas. Je pense que les civilisations, elles meurent pas de façon volontaire, mais par une sorte de démission, si je veux dire. Une démission, plus l'envie de vivre, finalement. Et plus l'envie de vivre, ça se traduit d'abord sur le fait de plus avoir d'enfants. Il est quand même très, pour moi, symbolique que la majorité macronienne aujourd'hui veuille, entre guillemets, sanctifier dans la Constitution l'avortement. Ce qui est le refus, par nature même, de la vie. Et je trouve que c'est très symbolique. On fait passer quelque chose qui était une exception à un principe qui est le respect de la vie, d'ailleurs qui est affirmé dans le premier article de la loi Veil, le respect de la vie, à un principe qui est le refus de la vie et qu'on veut constitutionnaliser. Et donc là, on voit bien que mentalement, il y a une inversion totale des valeurs. C'est-à-dire qu'on sacralise le refus de la vie. Bon. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement symbolique. Je pense aussi qu'on est passé dans une société où finalement, on a remplacé la personne par l'individu. Et l'individu, il est interchangeable. D'où l'idée tout à fait, générale dans l'Union européenne, par exemple, et de dire que, c'est pas grave s'il n'y a pas plus assez d'Européens, on peut les remplacer par des Africains, des Asiatiques ou qui voulaient du même genre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de marchandisation de la personne. Il y a une force de travail ailleurs, on va la chercher ailleurs. Et on n'a pas de charbon, on achète du charbon. Enfin, c'est plus très politiquement ou écologiquement correct, mais... on y revient au charbon, justement, avec les éoliennes. On y revient avec les éoliennes. Bon, on n'a pas de terres rares, on va les chercher où elles sont. On n'a plus... on n'a plus de natalité, on va chercher la natalité ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure également à Raymond Debord. C'est vrai qu'il y a une espèce de gestion rationnelle sans avoir une politique pour la France. En fait, c'est un grand marché. Il y a un grand marché, et alors d'ailleurs, même ça se traduit dans les mots, puisqu'on trouve dans pas mal de publications le terme de matériaux humains. Voilà. Et donc, on réduit la personne humaine, finalement, à du matériau. Alors, ça a été très bien dit pour tout à l'heure, la France faisait un peu figure d'exception. Maintenant, elle ne fait plus figure d'exception. Elle est rentrée dans
si je puis dire, un phénomène d'ailleurs général, qui est le phénomène de tout ce qu'on appelle la transition démographique. Le président de la République a employé le terme, mais en fait, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire, ou du moins, il n'a pas employé le terme tel qu'il est accepté, si je puis dire, et reconnu par les démographes. La transition démographique, c'est le moment où une société où il y avait une mortalité forte et une natalité forte passe à un système où il y a une natalité faible et une mortalité faible. Bon. Et ça, c'est général dans tout le monde aujourd'hui, y compris l'Afrique, qui reste effectivement avec un taux de fécondité infiniment supérieur à tous les autres, et notamment à l'Europe, mais où on est passé de 6 enfants par femme à, si mes souvenirs sont bons, à peu près 4 enfants par femme. C'est-à-dire 2 fois le renouvellement des générations, puisque le renouvellement des générations, c'est en gros 2,1. Voilà. Alors, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que les politiques familiales peuvent inverser les choses ? Personnellement, je le pense. J'avais fait, à la demande, et c'est assez comique avec le recul, de Madame Ursula von der Leyen, un rapport il y a quelques années sur politique familiale et démographie en Europe. À l'époque, Madame von der Leyen était très pour les politiques familiales. Elle avait même lancé une alliance européenne pour les familles. Elle n'était pas encore en guerre contre la Hongrie, par exemple. Voilà, elle n'était pas encore l'égérie du militantisme LGBT qu'elle est devenue aujourd'hui. Et une des choses que je disais dans ce rapport, c'est que le succès de la politique familiale française tenait au fait qu'elle était d'ailleurs avec différentes entrées, si je puis dire, puisqu'il y avait des allocations familiales, donc une aide financière, qu'il y avait d'autre part des congés parentaux, qu'il y avait des mesures fiscales avec le quotient familial. Bon. Donc c'était une sorte de mix de mesures diverses et variées. Et en plus, et ça c'était un élément pour moi que je considérais comme essentiel, la pérennité de la politique. La politique familiale, elle est née, on dit toujours c'est le maréchal Pétain, c'est pas du tout le maréchal Pétain, c'est le Front populaire qui la commence. C'est repris par le maréchal Pétain, c'est repris par le Conseil national de la résistance, c'est repris par la 4e République, c'est repris par De Gaulle dans la 5e République. Donc il y avait une pérennité. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'évidemment, une vision long terme. Un projet familial, c'est sur long terme. Moi, je suis père, et donc je sais que, si je puis dire, ça ne s'arrête pas à la naissance. Et non, c'est toute la vie qu'on reste père et mère. Et de plus en plus long, d'ailleurs, il paraît. Bon. Donc c'est le long terme. Et cet élément de pérennité est important. La grande faute, parmi d'autres, de M. Hollande, c'est d'avoir commencé à déconstruire ce système, notamment en arrêtant l'universalité des allocations familiales. Et donc les gens ont bien vu que ce qui était autrefois une politique sûre ne l'était plus, et donc forcément ça crée une sorte d'insécurité qui est très défavorable. Oui. Alors, je vais donner la parole à Raymond Debord, parce que vous avez évoqué énormément de sujets. Alors, c'est cette question du matériau humain, de la personne remplacée par l'individu. Je pense que ça va dans votre sens, finalement, Raymond Debord. Oui, tout à fait. Après, il faudrait... mais ça, c'est pas possible en 30 secondes. Distinguer ce qui relève... Il y a un livre formidable là-dessus, qui est un livre de Paul Lyonnais, qui s'appelle « Le recul de la mort ». Il faut distinguer ce qui relève d'un processus d'individuation et ce qui relève de l'individualisme. Je pense que l'individuation, on ne reviendra pas dessus. C'est un phénomène historique lourd de plusieurs siècles en termes de tendance. L'individualisme, ça, c'est une vision du monde, c'est une politique, etc. C'est ce qu'on a décrit. Et effectivement, c'est à ça que nous sommes confrontés, en sachant que la France a quand même quelques acquis, ce qui fait en matière de politique familiale, et elles sont tellement imbriquées dans l'ensemble des politiques publiques qu'il y a un moment donné où la marche à l'individualisation des droits se heurte à des obstacles budgétaires, et donc ça freine les ardeurs des réformateurs les plus échevelés dans leur velléité. On l'a bien vu d'ailleurs avec le président Macron. Il y a Macron 1, c'est-à-dire la moitié de son premier mandat, et Macron 2 qui rétablit un secrétaire d'État à la famille,
en la personne d'Adrien Taquet, et qui reprend en compte le phénomène familial alors qu'il l'avait complètement occulté. Alors ça règle pas les problèmes, parce qu'après il y a des questions budgétaires. Cette année, on a ponctionné 2 milliards d'euros de la branche famille pour les faire passer sur la branche maladie, donc ça n'aide pas au développement des politiques familiales. Oui. Mais en tout cas, il y a pas une, comment dire, il y a plus cette indifférence affichée qu'il pouvait y avoir autrefois. Mais oui, moi je pense que le fond du problème est un problème idéologique en réalité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et finalement, en vous écoutant, alors, peut-être que vous allez me dire que je vais loin, mais j'ai l'impression, on parle beaucoup en ce moment de souveraineté énergétique. Ça fait partie finalement d'une forme d'élément de souveraineté, la natalité, et on comprend pourquoi le général de Gaulle avait réendossé cette politique en 1945, comme vous le rappeliez, Raymond Debord. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a tendance à oublier nos affaires régaliennes, dans lesquelles je mettrais la natalité, finalement. Alors, oui. Stéphane Buffetot. Oui, mais en fait, la démographie, c'est la reine des batailles et la reine de l'histoire, si je puis dire. Les grands mouvements démographiques ont fait l'histoire de l'humanité. Faut pas, voilà. Et donc, il y a en Italie en ce moment, il y a un bouquin qui a un certain succès, qui est un livre d'histoire, écrit par un prof, Monsieur Barbero, qui s'appelle, je pense qu'il n'est pas encore traduit en français, Il giorno dei barbari, le jour des barbares. Et en fait, il explique comment l'Empire romain, finissant, il commence par finir par un effondrement démographique. Et donc, ils ont besoin d'avoir une force humaine qui leur manque dans les grandes exploitations, les grandes villas romaines, et qui leur manque aussi dans leur armée, et ils font venir des Goths, qui petit à petit rentrent, se romanisent plus ou moins, et puis un jour, ils passent le Danube et ils passent le Rhin, et puis ils retrouvent leurs amis qui étaient là, et puis c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Et donc il est évident que l'aspect démographique des choses a une dimension géopolitique. Oui, ça, c'est évident. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est aussi toute l'histoire de grands mouvements de population, où des populations vigoureuses, finalement, remplacent des populations qui sont un peu affaiblies, mais qui sont affaiblies aussi mentalement. Et en premier lieu, sur le plan moral, psychologique, une espèce de fatigue d'être. La fin d'une civilisation. La fin d'une civilisation. Oui. C'est une espèce de fatigue d'être. Alors, il y en a qui se bagarrent en Europe. Vous avez cité le cas de la Hongrie. Moi, je connais bien l'actuelle présidente de la République hongroise, Katalin Novák, qui a lancé une politique familiale extrêmement vigoureuse pour redresser les choses. On peut donner quelques détails à ce sujet. Moi, je ne connais pas précisément, mais au bout un certain nombre d'enfants, vous avez une voiture, ou l'autre, vous êtes aidé pour acheter un nouvel appartement. Enfin, vous êtes très, très accompagné. C'est très... ce qui est frappant dans cette politique, c'est qu'elle est extrêmement concrète. Oui. Elle est très concrète. C'est-à-dire que voilà, quand on passe de 2 à 3 enfants, il faut changer de voiture. Donc, il y a une aide pour avoir une voiture. Et puis après, il y a une aide pour avoir les appartements. Et plus on a d'enfants, plus les taux d'intérêt diminuent, voire disparaissent. Donc, il y a vraiment une volonté extrêmement forte et déterminée. Alors, ils étaient à un niveau extrêmement bas, donc ils ont monté, mais ils ne sont pas encore arrivés au même taux que la France. Mais il y a une volonté. Il y a une volonté qui n'existe plus en France. De surcroît, il y a l'espèce de discours, de la fin du monde à propos des questions de réchauffement climatique. Oui, on en a parlé tout à l'heure, j'ai entendu. Moi, j'ai rencontré des jeunes gens. Oui, beaucoup de jeunes. Qui disent on ne veut pas d'enfants parce que c'est mauvais pour le bilan carbone. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau quand même
enfin, j'allais dire... Oui, puis la surpopulation, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça va contre ce que disait tout à l'heure Raymond Debord. On nous dit aussi on sera trop nombreux sur cette planète, on ne pourra pas tous vivre. Donc, en gros, beaucoup de jeunes se disent moi, finalement, je ne vois pas pourquoi je ferais des enfants. Et finalement, on voit avec Raymond Debord tout à l'heure que c'est plutôt une diminution de la population mondiale qui s'annonce. Hein. Oui, c'est ce phénomène de transition dont on parlait tout à l'heure, effectivement, qui mène l'Organisation des Nations Unies à faire des prévisions de baisse totale de la population mondiale à partir de 2040. Je disais tout à l'heure, la Chine, ça a déjà commencé, mais il n'y a pas que la Chine. Bon, la Chine, évidemment, ça attire l'attention parce que c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Et on parlait tout à l'heure du libéralisme. Je crois que dans les idéologies hostiles à la structure familiale, les deux principales sont d'une part le libéralisme et d'autre part le malthusianisme, c'est-à-dire cette idée que il y aura trop de monde par rapport à la capacité de nourrir la population, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de la planète. Le problème du malthusianisme étant que, alors en dehors du fait que là c'est infirmé par les chiffres actuels, de toute façon, le raisonnement est faux depuis le début. Hein. Il y a des très belles pages de Karl Marx contre Malthus expliquant que ça tient pas debout parce que la question fondamentale, c'est la question de la productivité. Alors à l'époque, il s'intéressait plutôt à la productivité agricole, mais donc ce raisonnement est faux. Et mais il perce malgré tout, c'est ça qui est intéressant. Autant le libéralisme que le malthusianisme, aujourd'hui, il perce. On le voit dans les articles, on le voit dans la parole des jeunes aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils sont minoritaires dans la population. Le problème, c'est qu'il y a un écart. Mais ça, j'enfonce peut-être sûrement des portes ouvertes, mais il y a un écart entre la représentation que se font les gens de l'état de la situation et puis le discours politico-médiatique qui ne coïncident pas. Bon, et à chaque élection ou à chaque mouvement social, on en voit la démonstration. Alors, je suis pas sûr qu'il faille être Je pense pas qu'il faille être catastrophiste sur ce sujet. En tout cas, mais c'est vrai qu'il y a toujours cet écart. Vous avez raison de le souligner, mais malgré tout, qui touche les jeunes populations qui, elles, n'ont pas forcément la grille de recul pour analyser ce qui est dit, notamment dans la presse, pour balayer devant ma propre porte. On arrive au sujet final finalement, et puis aujourd'hui on le voit d'autant plus avec la question des retraites. Pourquoi aujourd'hui on ne reprend pas ce sujet à bras-le-corps? Pourquoi on n'a pas entendu parler de natalité pendant la question de tous ces grands débats autour de la réforme des retraites? Comment on peut expliquer cette amnésie sur ce sujet si important? Raymond Debord puis Stéphane Buffetot. Alors, je pense que l'exemple des retraites est compliqué. Alors, de toute évidence, la question des retraites, bien sûr, a à voir avec la question de la démographie. Bon. Ah oui. 4 cotisants pour un retraité en 1960, moins de 2 aujourd'hui. Combien demain? Évidemment, il y a un rapport. Donc, je pense que c'est un sujet dont il faut se préoccuper et pour lequel les politiques familiales peuvent faire quelque chose. De toute évidence. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, des paramètres et donc là qui nous font un peu sortir. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet complexe, dont je suis pas du tout spécialiste, mais vous avez des paramètres économiques. On a des projections qui sont faites sur un taux de chômage à 7% dans plusieurs dizaines d'années. Pourquoi est-ce qu'on ne tente pas de projeter du plein emploi voilà. C'est sûr que vous avez raison. Évidemment, il y a plein d'autres sujets. Il y a des questions de financement, c'est-à-dire quelle est la part du PIB que le pays est prêt à consacrer à ça, quel est le niveau des cotisations qui est possible ou souhaitable. Voilà. Donc, sans parler de l'intelligence artificielle, du remplacement du travail. Enfin, bref, c'est sûr que c'est... Mais oui, il y a une dimension démographique qui est sous-estimée, en tout cas dans ce qu'on entend du discours public sur la question, bien évidemment. Oui, mais estimé. Stéphane Buffetot Alors, moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Le monde politique, politico-médiatique est en fait vit dans une sorte de microcosme urbain de métropole et croit que, si je puis dire, l'opinion commune d'un petit groupe bobo correspond à la réalité de l'opinion générale de la population, ce qui est complètement faux. Moi, je suis élu dans la ruralité, comme on dit toujours, la campagne. Effectivement, il y a une distance. Donc, ils s'intoxiquent eux-mêmes. Après, il y a aussi une question idéologique. Il y a un certain féminisme qui voit d'un très mauvais œil l'idée de parler de politique familiale, parce que pour eux, si on parle de politique de la famille, c'est qu'on va renvoyer la femme, si je puis dire, à la cuisine. Et ça, c'est extrêmement évident. Moi, je l'ai vu tout le temps à Bruxelles, parce que j'ai fait 3 rapports sur la démographie en Europe. Un à la demande de l'Allemagne, le deuxième à la demande de la Hongrie, le troisième, il y a peu de temps, à la demande de la Croatie. Et quand on voit les eurocrates, la première chose qu'on note, c'est que la politique familiale, mais vous voulez renvoyer la femme au foyer. C'est absolument pas ça. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de la politique familiale française, c'était que justement, il y avait des possibilités de garde d'enfants qui permettaient aux femmes de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, ce qui est aussi un des enjeux importants dans le système. Et donc, je pense que c'est d'abord une question idéologique. Il y a l'auto-intoxication du microcosme politique et médiatique hyper urbain qui s'auto-intoxique lui-même sur cette question-là. Il y a une hostilité générale à la famille dite traditionnelle, je dirais plutôt naturelle, qui effectivement est en plus défendue par l'Église catholique. Alors là, c'est le péché absolu. Et qu'on voit d'ailleurs, mais c'est très vieux. Si vous regardez le vieux film qui s'appelle Une histoire simple, de Lauzet, qui date des années 70, où l'héroïne est une femme qui attend un enfant avec un homme qu'elle n'aime plus, donc elle se fait avorter. Et dans le film, ça c'est le cœur du film, mais on voit une famille avec mari, femme et de nombreux enfants. Le mari, la représentation du mari, c'est une espèce de machiste à peu près incapable, qui ne s'occupe pas du tout des enfants. Et la mère de famille est une brave dame complètement dépassée, grotesque, avec des enfants qui sont absolument insupportables. Et c'est donc ça, l'image qui est donnée de la famille. Vous voyez, il y a toute une ambiance qui fait que... Bon, pour conclure, parce qu'on doit conclure, finalement, c'est vraiment une question de politique. Vous parlez de géopolitique, mais même de politique, et que c'est un sujet qu'il faudrait reprendre à bras-le-corps. Et ça, malheureusement, on n'en voit pas tout à fait les prémices pour le moment. En tout cas, merci infiniment. C'était très intéressant et je pense qu'on reviendra sur ces sujets avec vous si vous le voulez bien. Merci Raymond Debord, docteur en sciences humaines et humanités et auteur de ce tout récent livre « Faut-il en finir avec la famille » aux éditions Critiques. Et merci à vous Stéphane Buffetot, chroniqueur à Boulevard Voltaire, député européen. Vous avez publié plusieurs rapports sur la natalité à cette occasion et membre du Comité économique et social européen depuis 2022. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.